conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Merci de nous accorder cet entretien exclusif qui sera, si vous le permettez bien, essentiellement consacré à la question sécuritaire. C'est la suite au constat d'un certain nombre de déclarations et d'agissements allant dans le sens d'une tension sécuritaire réelle ou sournoisement entretenue dans une logique de chaos programmé au Niger et dans notre espace AES par des puissances occidentales, comme nous le savons désormais tous, sponsors du terrorisme au Sahel et en lien avec certains gouvernements africains à leur solde. Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que se passe-t-il réellement sur le plan sécuritaire? Parce que les Nigériens ont eu l'impression, dans un premier temps en tout cas, que les aspects géopolitiques liés à la sécurité ont largement évolué en faveur de notre pays et de notre confédération AES. Il ne restait plus que les aspects opérationnels sur le terrain qui sont d'ailleurs pris en charge par nos FDS et les armées de l'AES en général. Nous avons eu l'impression que les Français et leurs alliés semblent avoir bien compris que désormais, nous, Nigériens, avons pris notre destin en main et que notre dignité et notre souveraineté ne seront jamais plus bafouées chez nous. Qu'ils doivent par conséquent changer d'attitude et d'approche envers nous. Nous avons eu l'impression qu'ils semblent avoir bien compris qu'une guerre contre le grand peuple nigérien va se solder par un échec total. Par conséquent, ils ont bien intégré cette donne et que l'intervention militaire est loin derrière nous. Enfin, nous avons eu l'impression que la CEDEAO semble avoir bien intégré que la sortie des pays de la Confédération AES de leur communauté est un départ avec effet immédiat et qu'il est irréversible. Que se passe-t-il donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces questions soulevées? Bonjour. Merci de l'opportunité, une fois de plus, à nous offerte pour nous adresser au peuple nigérien et de façon plus globale au peuple de la Confédération. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Soyons compatissants envers nos frères civils, victimes également du terrorisme au même titre que nos forces de défense et de sécurité. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a su conserver le peuple nigérien et répandre sa rahama sur l'ensemble de notre pays. Vous l'avez dit, on a l'impression, on a le sentiment, c'est tout à fait juste. C'est juste puisque le Niger a osé, pour la première fois, depuis le 26 juillet 2023, dire qu'il assume pleinement la sécurité de son territoire. Malheureusement, l'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France, habituée à disposer de tout au Niger. La France, habituée à disposer des ressources humaines et naturelles au Niger à sa guise, à travers des accords que nous savons tous, les conditions dans lesquelles nos dirigeants passés étaient contraints de les signer. Mais l'Occident, malheureusement, continue à regarder le Niger et au-delà du Niger, l'Afrique entière sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris
de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais, notamment un certain Denham et Clapperton, qui vont traverser notre territoire en 1822. On arrive en 1850 avec Henri Barth en 1850 qui va quitter Tripoli et arriver à Agadez précisément le 1er octobre. Il restera à Agadez jusqu'au 30 octobre avant de repartir. Après, ce sont d'autres missionnaires, notamment, vous vous rappelez, la fameuse place Monteuil. Oui. Mais avant Monteuil, il y avait Decoeur, il y avait Beau, il y avait un autre qu'on appelle Vergos, il y avait Touté, il y avait Hurst. Tous ceux-ci sont des envoyés précurseurs. Ils ont répertorié les peuples africains, ils ont répertorié nos coutumes et à travers ça, ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, avec la tristement célèbre colonne Voulé-Chanoine en 1898 et qui fera entre Dogondoussi et Kouani, retenez bien, plus de 12 000 morts. Capitaine Paul Voulé et son médecin infirmier, je ne sais plus, Chanoine. C'est ça. Plus de 12 000 morts entre Dogondoussi et Kouani. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants, et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Pour la France, avant le 26 juillet, aucun Nigérien n'a de droit. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris, où les ressources, puisque nous sommes des bananes, nous ne connaissons pas l'intérêt ni l'importance économique de nos ressources, où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile, où notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Galmi. C'est cette situation à laquelle nous avons dit stop qui a créé, je ne dirais pas le mot parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires français et nigériens bien sûr, où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête, où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines, où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est 1 mois, où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti et malheureusement, nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France est accompagnée par les autres pays de l'Union européenne
qui ne prennent pas de distance pour analyser les faits et rétablir la justice. Mais nous sommes déterminés et c'est en ce sens que notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité. D'accord. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première partie. La deuxième partie, effectivement, c'est toujours les événements du 26 juillet qui ont soulevé beaucoup de vagues, mais nous savons où partait notre pays. Et nous savons que si nous restons les bras croisés, notre pays n'existera plus. Et c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité, pour la première fois, en toute responsabilité, ont décidé de s'assumer et de dire que c'est le sang des Nigériens qui sera versé pour le Niger. Aucun Français, même un simple écoulement de la rine, n'a perdu sa vie pendant les 12 ou 13 ans qu'ils ont passés au Niger. Même un seul vélo de l'armée française n'a sauté sur un engin explosif improvisé. Mais comment saurait-il en être autrement, puisque c'est eux-mêmes qui les enterrent avec leur suppôt. Donc nous sommes conscients de ça et nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous allons tout faire pour que nos forces de défense et de sécurité soient en mesure d'assumer cette responsabilité en toute dignité et en toute souveraineté. D'accord. Monsieur le Président, vous avez évoqué la montée en puissance de nos FDS. Comment cela se traduit concrètement? Je viens de le dire, les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices. Il est de notre responsabilité face à la situation et face au génocide programmé par la France et ses acolytes que nous prenions toutes les dispositions pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions. Mais pour mettre ces forces dans les meilleures conditions, il faut en disposer. Et c'est pour ça, la première étape a consisté à mobiliser, recruter intensément dans les rangs des forces de défense et de sécurité. En un an d'existence, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a recruté plus de 25 000 hommes, que ce soit au sein des FAN, Forces armées nigériennes, que ce soit au sein de la gendarmerie nationale, que ce soit au sein de la garde nationale, que ce soit au sein de la police nationale. Nous avons recruté plus de 25 000 hommes. Les 25 000 hommes levés, ou pour certains en voie de levée, notamment pour ce qui concerne la force de protection et de développement, il fallait mettre un minimum de moyens matériels à leur disposition. Et pour ce faire, ce que nous avons dépensé, c'est plus de 150 milliards de francs CFA pour équiper, d'une part, et payer les arriérés que nous avons trouvés sur du matériel que le régime déchu avait pris à crédit, je le dis et je le répète, et que nous sommes, par devoir et par continuité de la République, nous sommes amenés à effacer les ardoises. Et nous l'avons fait, mais sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile dans un pays où, tenez-vous bien, les simples Toyota sont interdites d'être vendues au Niger. Et ça, c'est la France, accompagnée par certaines puissances occidentales, qui ont demandé expressément de ne pas vendre au Niger une aiguille qui puisse tirer sur un terroriste. Et ce sont ces mêmes pays qui viennent nous parler de droit, de légitimité, de protection. Et tout ce tapage que vous voyez s'inscrit dans ce sens.
Mais en plus de la levée et de l'acquisition du matériel, nous avons également mis l'accent sur la formation. Parce que nous savons que pour un soldat, l'entraînement épargne le sang. Et par rapport à ça, nous avons pris les dispositions pour que nos militaires, nos forces de défense et de sécurité bénéficient de la formation la plus pointue partout où c'est possible. Que ce soit à l'extérieur, auprès de nos partenaires stratégiques, que ce soit à l'intérieur, en faisant toujours appel, parfois même, aux certains partenaires stratégiques qui viennent nous former le personnel pour qu'il soit à la hauteur d'accomplir sa mission. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous avons fait pour concrétiser la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Monsieur le Président, il me semble que vous posez une nuance entre le terrorisme au Sahel d'avant et d'après la prise du pouvoir par le CNSP. Qu'en est-il réellement? Est-ce à dire qu'il y a un changement d'acteurs, de moyens et de stratégie des terroristes? Mais il n'y a pas que moi qui dis qu'il y a un changement. Tout Nigérien constate ce à quoi nous faisons face. Avant le 26 juillet, le terrorisme et les autorités nigériennes formaient une seule personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes sur le territoire national, vous suivez les interventions des uns et des autres. Tout à fait. Et vous savez ce qui avait cours avant le 26 juillet 2023. Des terroristes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président de CHU avait lui-même officiellement à Mahatma Gandhi, le centre de conférence, annoncé qu'il est ami aux terroristes. Il a reçu plusieurs fois des terroristes au palais présidentiel. Il a libéré des terroristes, mais nous savons qu'ils ont fait plus que ça. Référez-vous à la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Hamosouley, à Abala, Filengue, vous comprendrez qu'ils ont fait plus que ça. C'est lui-même qui l'a dit. Ils ont fait plus que ça, mais malheureusement, les terroristes de leur côté, selon lui, n'ont pas respecté leurs engagements. Quels sont ces engagements? On n'est jamais sorti pour dire au peuple nigérien, voilà les engagements que nous avons honorés vis-à-vis des terroristes. Nous savons quels sont ces engagements-là qui ont été honorés vis-à-vis des terroristes, et ce n'est pas une surprise. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui
fabrique les CFA, qui a la planche à billets, c'est la France. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.